Anne-Cécile pour passer en revue le contexte. Oui, bonjour à tous. Anne-Cécile Desfait, je suis la directrice adjointe de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC. Et merci à Kim et Julien pour avoir commencé ce webinaire. Alors, la prémisse de base pour cette initiative, c'est vraiment qu'au Canada, plus de 82% de la population canadienne vit dans les villes. Et c'est pas juste un phénomène au Canada, mais également dans le monde, car on peut dire que d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des villes. Diapo suivante. Ce qui fait qu'en plus du code génétique, qui est un facteur très influençant, notre code postal est un des meilleurs prédicteurs de la santé et du bien-être bref. Et donc, on peut dire aussi que la plupart des maladies chroniques sont une réponse normale de gens ordinaires à des environnements sociaux, naturels ou bâtis anormaux. Et je fais une parenthèse pour ici dire qu'on entend par environnement non seulement l'environnement naturel, mais également l'environnement bâti, la société et les politiques. Et donc, comme notre environnement a de l'influence sur vraiment plusieurs niveaux, il influence aussi les comportements. C'est pas juste la santé et le bien-être, donc ça influence les comportements. Et en étudiant la façon dont ces facteurs interagissent pour influencer la santé, on peut mettre en place des solutions réfléchies et adaptables. Si on passe à la diapositive suivante. Donc, on a une bonne base de données probantes sur les facteurs qui façonnent nos villes, en fait. Quand on entend, par exemple, la qualité de l'air, la disponibilité de la nourriture, les espaces verts, etc. Mais après, il y a un manque de savoir sur comment faire que ces facteurs soient durables dans divers environnements et pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Et c'est ainsi qu'on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle la science de la mise en œuvre, donc de la théorie à la pratique. Et donc cette science de la mise en œuvre qui permet de mettre en place des solutions, comme je le mentionnais, durables avec des environnements changeants et qui sont adaptés à différents contextes. Et c'est pour moi fini de ma partie. Merci. C'est Normand Marcotte ici du CRSNG qui va faire les prochains diapos. Maintenant que vous avez eu un peu de contexte pour les villes en santé, on voudrait vous introduire la possibilité de financement qui s'appelle Plateforme de formation en recherche sur les villes en santé. Les instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, le CRSNG, et le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, cofinancent une initiative de formation nationale, interdisciplinaire et intersectorielle qui va permettre de produire des connaissances de pointe puis développer les capacités de recherche en sciences dans la mise en œuvre et de recherche axée sur les solutions. Donc, cette initiative est basée sur un modèle des IRSC. C'est les initiatives stratégiques pour la formation en recherche dans le domaine de la santé. Aussi sur un modèle du CRSNG, qui s'appelle le modèle FONCé, qui est le modèle un programme de formation orienté vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience de recherche. Ainsi que le modèle sous les CRSH, les initiatives de formation en recherche de partenariat. Le but de cette opportunité de financement,
c'est de livrer une initiative de formation qui vise la mise sur pied d'une initiative de formation interdisciplinaire et intersectorielle, comme mentionné, qui va permettre de produire des connaissances de pointe, développer les capacités de recherche en sciences, de la mise en œuvre et de recherche addict sur les solutions dans un contexte urbain. Dans le prochain diapo, s'il vous plaît. Dans le prochain diapo, on démontre les fonds qui sont disponibles pour cette plateforme, cette possibilité de financement. Le montant total est de 5,1 millions de dollars, puis il est divisé en deux. La première partie, c'est 150 000 dollars qui va être disponible pour 6 subventions d'un maximum de 25 000 dollars chacun. Ces 6 subventions vont être octroyées aux propositions qui ont du succès dans la lettre d'intention, qui est la première étape du processus qui va être mentionnée un peu plus tard. Ça va être sur demande. Puis ça va être pour utiliser, pour pouvoir mettre ensemble les groupes pour soumettre la deuxième étape, qui est la demande complète. Et le reste du montant du 5,1 millions, qui est équivalent à 4,95 millions, ça va être disponible pour accorder une subvention. Donc, il va seulement avoir une subvention accordée avec ce montant-ci, qui est sur une période de 6 ans. Donc, le montant maximal par année va être 825 000 $. Donc, ça donne le contexte financier. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc là, je vais passer au travers les 6 objectifs de la plateforme et du possibilité de financement. Donc, le premier objectif, c'est développer des capacités au Canada parmi les stagiaires postdoctoraux et aussi s'initier aux besoins au niveau de la maîtrise, puis parmi les décideurs de partenaires, pour promouvoir la recherche fondée sur des solutions en sciences de la mise en œuvre d'interventions novatrices et axées sur les résultats. Ceci, évidemment, pour favoriser des villes en santé, des villes résilientes, durables et équitables. Le deuxième objectif, c'est d'intégrer des approches de formation, différentes approches de formation, donc variées, à des programmes de formation intersectoriels novateurs qui vont permettre d'améliorer le cadre de formation et de mentorat des stagiaires. Donc, cette initiative devrait être axée sur des expériences réelles, dans des contextes réels, des apprentissages pratiques et la formation professionnelle qui va viser à collaborer avec des partenaires de mise en œuvre, donc ceux qui mettent en œuvre les pratiques des interventions. Ceci devrait aussi tirer parti des autres composantes de IRVS, qui est l'initiative de recherche sur les villes en santé des IRSC. Ceci va être couvert un tout petit peu plus tard, c'est les IRVS. Maintenant, le troisième objectif, c'est d'exécuter des programmes de formation interdisciplinaires et insectoriels, comme déjà mentionné, afin d'appuyer la conception des projets de recherche concertés en équipe, donc vraiment des équipes. Le programme de formation doit inclure des chercheurs et des mentors expérimentés qui viennent de différentes disciplines. Puis ceci va être pour regarder les principaux problèmes associés aux villes en santé ou les défis de recherche. Donc les programmes qui vont être proposés doivent collaborer, faire des collaborations avec les chercheurs qui viennent des disciplines des 3 mandats des agences. Donc, on parle ici des sciences de la santé, les sciences humaines, ainsi que les sciences naturelles et le génie. Donc, le mandat des 3 agences subventionnaires. Le quatrième objectif, c'est de développer des communautés de mentors et d'experts qui vont inclure des chercheurs et des praticiens dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre d'interventions novatrices, ainsi que des axés sur les solutions dans divers contextes urbains. Donc, évidemment, pour les villes en santé. Le 5e objectif pour la plateforme, c'est de créer pour les stagiaires puis les autres participants de l'initiative, des occasions d'établir des collaborations et des partenariats entre les gouvernements et les secteurs. Différents secteurs. Ici, quand on parle de différents gouvernements, si on parle des gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux et aussi les autochtones. Pour les différents secteurs, on parle des secteurs universitaires, publics, privés et ceux sans but lucratif. Alors, le modèle de formation devrait contribuer à la création
puis renforcer ces partenariats-là entre les stagiaires, puis les différents établissements. Puis en particulier, on voudrait aussi encore faire sûr qu'on peut tirer les parties des collaborations et des partenariats qui vont être établis dans le cadre de l'IRVS, qui va être mentionné plus tard. Le dernier objectif de la plateforme, c'est de développer des stagiaires diversifiés, puis pourvus de formations équilibrées, donc différentes sortes de formations qui vont les aider. Ça va contribuer à leur cheminement de carrière, puis en plus aux résultats de recherche dans la promotion du réseautage entre les organismes. Donc, ceci couvre les 6 objectifs de la plateforme. Et ensuite, je vais passer la parole à Emine au CRSH. Merci. Merci Normand. Cette diapositive, elle vous présentera un résumé de la partie concernant l'admissibilité et surtout les conditions d'admissibilité. Vous avez la partie gauche qui parle de l'étape de la lettre d'intention, les conditions qui doivent être remplies pour qu'une lettre d'intention soit admissible sont premièrement, la demande doit être présentée par une équipe dont un membre est le candidat principal désigné et les autres membres sont des candidats principaux. La deuxième condition est que le candidat principal désigné doit être un chercheur indépendant ou un organisme dont le mandat inclut la recherche ou l'application des connaissances. La troisième condition est que les exigences pour obtenir du financement à l'étape de la lettre d'intention sont, premièrement, le candidat principal désigné doit être nommé à un établissement admissible ou pour être autorisé à administrer des fonds de subvention, les organismes identifiés comme candidats principaux désignés devront se soumettre à un processus d'évaluation financière et à une évaluation de l'admissibilité, en plus de signer une entente de financement dont les modalités seront établies par les IRSC. Au besoin, les organismes candidats peuvent décider de confier l'administration de leurs fonds à un autre établissement admissible des IRSC. Quatrième élément d'admissibilité, ce sont les lettres d'intention qui doivent inclure 3 co-responsables ou 4 si le candidat principal désigné est un organisme. C'est-à-dire, premièrement, un candidat principal désigné, qui est soit un individu, soit une organisation. Deuxièmement, 2 candidats principaux ou 3 candidats principaux si le candidat principal désigné est un organisme. Les candidats principaux doivent être des chercheurs indépendants nommés à un établissement admissible. Aussi, ces co-responsables, c'est-à-dire le candidat principal désigné et les candidats principaux, doivent inclure un représentant de chacun des domaines suivants. Le premier étant les sciences de la santé, le deuxième étant les sciences naturelles ou génie, le troisième étant les sciences humaines. Cinquièmement, il n'est pas nécessaire d'identifier d'autres participants à l'étape de la lettre d'intention. Au niveau de la partie droite de la diapositive, qui parle de l'étape de la demande détaillée, et en plus des conditions d'admissibilité que je viens de citer par rapport à la lettre d'intention, il y a des éléments supplémentaires à considérer. Ceux-là sont, premièrement, il faut identifier au moins 3 co-candidats qui offriront des possibilités de formation pratique liées à la mise en œuvre d'interventions. Ces types de co-candidats seront par la suite reconnus comme co-candidats responsables de la mise en œuvre. Les co-candidats peuvent inclure, par exemple, des responsables de la mise en œuvre dans des organismes publics, privés, sans but lucratif et autochtones. Par exemple, des municipalités, des unités de santé publique ou des ministères gouvernementaux. Le deuxième élément à considérer pour la demande détaillée est le programme doit être d'envergure et d'intérêt nationaux.
et l'équipe qui comprend donc le candidat principal désigné, les candidats principaux, les co-candidats et les utilisateurs des connaissances doit représenter au moins 3 provinces ou territoires canadiens. Le troisième élément à prendre en considération à l'étape de la demande détaillée est que le candidat principal désigné, incluant les organismes, tous les candidats principaux et les co-candidats sont tenus de suivre un des modules de formation sur l'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre, disponible en ligne par l'entremise de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC. Quatrième élément à prendre en considération à l'étape de la demande détaillée est que les demandes comportant de la recherche avec des communautés autochtones doivent comprendre au moins un candidat qui se déclare autochtone ou qui peut démontrer son expérience de travail dans un contexte de recherche autochtone comme par son vécu autochtone dans la lutte contre les déséquilibres de pouvoir et la sécurisation culturelle. Les candidats doivent soumettre une pièce jointe d'une page dans la catégorie « Autres » décrivant en quoi leur équipe répond à cette exigence. Je vous inviterai à consulter la section « Comment faire une demande » pour obtenir plus d'informations. Maintenant, on va passer à la diapositive suivante qui parlera des conditions de financement. Le candidat doit donner son consentement à l'utilisation et à la divulgation de la lettre d'intention, de la demande détaillée et de l'information nominative aux fins à l'évaluation de la pertinence et des décisions relatives au financement par les 3 organismes au moment de la présentation de la demande. La partie gauche de la diapositive parle de l'étape de la lettre d'intention. Le premier élément à prendre en considération est que l'équipe financée à cette étape, ou bien les équipes financées à cette étape, seront tenues de participer à un atelier de renforcement qui aura lieu à Ottawa en février 2020. Les équipes devront y être représentées par les 3 co-responsables. La participation est obligatoire pour être admissible à l'étape de la demande détaillée. Les équipes seront encouragées à déléguer 2 autres participants à l'atelier pour un total de 5, mais non pas à les identifier dans la lettre d'intention. Le deuxième élément à prendre en considération dans l'étape de la lettre d'intention est que les candidats devront réserver une partie de leur subvention de développement pour participer à l'atelier de renforcement. Cet atelier aura pour objectif, premièrement, de fournir aux candidats plus d'informations des partenaires financiers sur la méthode d'évaluation des demandes détaillées. Le deuxième élément lié à cet atelier est de fournir aux candidats des occasions de nouer des liens avec des collaborateurs clés et les partenaires. Le troisième élément lié à cet atelier est de permettre aux candidats de discuter de moyens de travailler ensemble pour former la meilleure initiative de formation possible au Canada. La partie droite de cette diapositive parle de l'étape de la demande détaillée où il y a 4 éléments à prendre en considération. Le premier étant que les fonds peuvent être utilisés pour le versement d'allocations à des étudiants diplômés. Le deuxième élément est que les candidats doivent, dans le cadre de l'initiative de formation, premièrement, choisir les participants de manière transparente et équitable, sans avantager indûment ceux qui viennent de certaines régions géographiques ou de l'établissement d'attache des titulaires de la subvention. Des efforts doivent être faits pour assurer le respect des principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Les participants devraient représenter les sciences de la santé, les sciences sociales, les sciences humaines, ainsi que les sciences naturelles et le génie. Deuxièmement, réserver des fonds
pour les frais de transport, d'hébergement et de repas associés à la participation à des conférences, à des séminaires et à d'autres activités de formation, y compris à des rencontres avec des pairs d'autres pays et à des échanges entre établissements. Un maximum de 20% des fonds de la subvention peut être attribué à ces activités entre établissements. Troisième élément à prendre en considération est que les candidats doivent réserver des fonds pour la conception et à la diffusion du matériel de formation et des ressources d'échange de connaissances. Quatrième élément à prendre en considération est que les candidats doivent veiller à ce que le matériel de formation soit librement accessible à des intervenants ne faisant pas officiellement partie de la plateforme de formation en recherche sur les villes en santé, de façon à ce qu'ils puissent aussi en bénéficier. Cinquième élément que les candidats doivent prendre en considération est de faciliter la collaboration et les contacts entre l'initiative de recherche en ville en santé en général, et ce à 3 niveaux. Le premier niveau, en tant qu'initiative clé de développement des capacités et qu'occasion d'exploitation et de pollinisation croisée de l'expertise et des possibilités de formation, l'équipe de la plateforme de formation de recherche sur les villes en santé doit diriger la planification et le déroulement d'une réunion annuelle à l'intention des participants à l'initiative de formation, incluant des intervenants de l'initiative de recherche sur les villes en santé dans son ensemble et d'autres collaborateurs. Des représentants des sciences de la santé, des sciences humaines, ainsi que des sciences naturelles et du génie devraient être présents. Deuxième élément, l'équipe de la plateforme de formation de recherche sur les villes en santé devra être représentée au conseil de coordination de l'initiative en recherche sur les villes en santé, une fois établie, et participer activement à ces activités, afin de faciliter la collaboration dans l'organisation de la réunion annuelle de l'initiative en recherche sur les villes en santé. Troisième élément à prendre en considération pour faciliter la collaboration et les contacts est d'établir des liens avec les futurs détenteurs de subventions de l'initiative en recherche sur les villes en santé et leur offrir des occasions d'apprentissage. La troisième chose pour l'étape de la demande détaillée à prendre en considération est que le candidat principal désigné devra soumettre un rapport d'étape des titulaires de subventions à long terme, 5 ans ou plus, durant la 3e année, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, de cette subvention de 6 ans, dans lequel il ou elle devra résumer les résultats obtenus et décrire la façon dont l'initiative de formation atteint les objectifs de la possibilité de financement et la manière dont les fonds ont été utilisés. Tous les rapports seront transmis aux partenaires soutenant la subvention. Si les objectifs de la possibilité de financement ne sont pas atteints, la décision de cesser le financement pourra être prise à ce stade. Quatrième élément à prendre en considération est que le candidat principal désigné devra soumettre un rapport final aux IRSC, au CRSNG et au CRSH par voie électronique. Ce rapport lui sera accessible en ligne au moyen de recherche net au début de la période de financement de la subvention et pourra être rempli en cours de recherche. Je laisserai mes collègues présenter la diapositive suivante. Donc, est-ce que nous sommes à la diapositive 25? Je suis désolée, je n'ai pas le... C'est bien ça. Oui, parfait. Alors, merci beaucoup Amine et Normand pour la présentation de l'initiative. Et tous les deux, vous avez mentionné beaucoup l'initiative de recherche sur les villes en santé des IRSC. Donc, cette diapositive 25, c'est vraiment pour
pour donner le lien pour aller voir cette initiative. Donc dans le site web, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur les objectifs, les différentes composantes de cette initiative. Et c'est important que les chercheurs et les chercheuses aillent voir ce site web, car il leur sera demandé à un moment donné de décrire comment leur programme de formation va s'inscrire dans cette initiative. Donc, sur l'écran, vous avez l'adresse web. Et si on regarde la diapo suivante, Amine en a déjà parlé. C'est vraiment, parmi les conditions de financement, c'est vraiment d'organiser une rencontre annuelle avec les participants de la plateforme, mais également les personnes qui sont financées dans le cadre de l'initiative Ville en Santé, et aussi tous les intervenants, comme l'a mentionné Amine, donc les responsables de la mise en œuvre, les intervenants fédéraux et tous les autres intervenants concernés. Merci. Merci Anne-Cécile. Nous allons maintenant passer à la diapositive suivante qui parle des critères d'évaluation. Concernant le processus d'examen et évaluation, les IRSC transmettront les demandes admissibles au CRSNG et au CRSH aux 2 étapes de l'évaluation et aux fins de sélection d'un candidat. Premièrement, pour ce qui est de l'évaluation de la pertinence, à l'étape de la lettre d'intention, les IRSC, le CRSNG et le CRSH procéderont à l'évaluation de la pertinence en vue de déterminer quelles demandes sont conformes aux objectifs et aux domaines de recherche de la présente possibilité de financement. Les demandes jugées non pertinentes seront retirées du concours. Concernant le processus d'évaluation, l'évaluation par les pairs sera effectuée conformément aux politiques et aux procédures d'évaluation par les pairs. Le comité d'évaluation par les pairs comprendra des représentants des sciences de la santé, des sciences humaines, ainsi que des sciences naturelles et du génie. Pour ce qui est des critères d'évaluation, la partie gauche de la diapositive qui parle de l'étape de la lettre d'intention, les critères d'évaluation suivants seront utilisés à l'étape de la lettre d'intention pour appuyer les objectifs stratégiques de la présente possibilité de financement, et ils sont au nombre de 6. Le premier étant la vision et le cadre stratégique, qui est la définition claire de la vision des 3 co-responsables de l'initiative quant aux retombées de leur initiative de formation et du cadre stratégique général pour réaliser cette vision. Le deuxième critère étant l'équipe et sa capacité de direction, qui est la représentation des secteurs thématiques des 3 organismes, c'est-à-dire les IRSC, le CRSNG et le CRSH, par les 3 co-responsables, et la démonstration de leur capacité de diriger et de mener à bien une initiative de formation nationale pan-canadienne des 3 organismes. Par exemple, cela peut comporter une preuve d'expérience en formation, de collaboration avec des partenaires de recherche ou de mise en œuvre nationaux, provinciaux et locaux, etc. Troisième élément d'évaluation à prendre en compte est l'expérience en sciences de la mise en œuvre et en recherche fondée sur des solutions, qui est la démonstration de l'expérience des 3 co-responsables en planification, mise en œuvre et évaluation d'interventions novatrices et axées sur les solutions dans divers contextes urbains. Quatrième critère à prendre en considération est l'équité, la diversité et l'inclusion, qui est prise en compte appropriée de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans les activités de recherche, de formation et d'application des connaissances. Cinquième élément à prendre en considération est les
considérations liées au sexe et au genre, c'est-à-dire la prise en compte et justification appropriée du sexe comme variable biologique ou du genre comme déterminant social de la santé ou du bien-être s'il y a lieu. Sixième critère d'évaluation à prendre en considération, ce sont les thèmes de recherche, c'est-à-dire la correspondance des défis à surmonter avec les priorités de recherche sur les îles en santé. La partie droite de la diapositive parle de l'étape de la demande détaillée. Les critères d'évaluation suivants seront utilisés à l'étape de la demande détaillée pour appuyer les objectifs, encore une fois, stratégiques de la présente possibilité de financement. Le premier étant la vision et l'approche de l'initiative de formation en recherche, laquelle comporte entre autres la mesure dans laquelle la proposition concorde avec les objectifs de la possibilité de financement, la valeur ajoutée de l'initiative, l'ampleur du potentiel d'impact de l'initiative de formation sur la carrière des participants, la démonstration d'intégration des composantes reflétant les secteurs thématiques des trois organismes. Au cas où vous désirez avoir plus de détails, je vous inviterai à consulter la description de cette opportunité de financement qui est disponible sur le site internet des IRSC. Le deuxième élément ou bien critère d'évaluation à prendre en considération à l'étape de la demande détaillée, ce sont les candidats. Cela comporte entre autres le niveau de leadership et de compétence de l'équipe, aussi la pertinence de la composition de l'équipe du programme, de la plateforme de formation en recherche en ville en santé pour mener à bien les activités proposées. Encore une fois, pour avoir plus de détails, veuillez consulter la description de l'opportunité de financement. Le troisième critère d'évaluation à prendre en considération est l'environnement de recherche, lequel comporte entre autres la qualité du plan de mentorat pour les stagiaires, la disponibilité et l'accessibilité du personnel, des installations et de l'infrastructure nécessaires pour mener les activités. Encore une fois, je vous inviterai à consulter la page liée à la description de cette opportunité de financement pour plus de détails. Le quatrième critère d'évaluation à prendre en considération est l'impact de l'initiative de formation. Cela comporte entre autres la probabilité de renforcer les capacités de recherche et de stimuler la recherche et les partenariats de recherche interdisciplinaires et intersectoriels partout au Canada. Aussi la pertinence de la structure de gouvernance et du plan d'exécution proposé. Encore une fois, je vous inviterai à consulter la page Internet de la description de cette opportunité pour plus de détails. Concernant les demandes qui incluent la recherche autochtone et recherche en santé autochtone, s'il y a lieu, il y a une liste de critères supplémentaires à considérer en plus de ceux que je viens de citer et je vous inviterai à les consulter encore une fois sur la page Internet liée à la description de cette opportunité de financement. Nous allons passer à la diapositive suivante. Cette diapositive, elle vous présente les dates importantes liées à ce concours aux deux étapes. La première étape étant la lettre d'intention, la deuxième étape étant l'étape de la demande détaillée avec trois éléments clés. Le premier, qui est la date limite, qui est pour la lettre d'intention le 10 décembre 2019. Pour ce qui est de la date prévue de l'avis de décision pour la lettre d'intention, c'est le 31 janvier 2020. Pour ce qui est du début du financement de la lettre d'intention, c'est le 1er février 2020. Pour ce qui est de la demande détaillée, la date limite, c'est le 27 août 2020. Pour ce qui est de la date prévue de l'avis de décision, c'est le 26 novembre 2020. Et enfin, pour le début du financement, la date est le 1er décembre 2020. Nous allons passer à la diapositive suivante et ce sera Julien qui va vous la présenter. Merci, Amine. Ce sera Kim, en fait.
juste clarifier, ce concours de financement est conjoint et est administré par l'entremise du portail RechercheNet des IRSC. Vous devez détenir les éléments suivants là, dans le but de faire votre application, soit un compte RechercheNet. Vous avez l'adresse web pour pouvoir faire l'inscription. Ça vous prend aussi un numéro d'identification personnelle des IRSC ainsi qu'un CV commun canadien. Pour toute question sur le processus de demande ou cette possibilité de financement, on vous invite à soit poser vos questions maintenant via le panneau de clavardage ou encore via le centre de contact des IRSC. Et vous trouvez l'information pour les contacter au bas de cette diapositive, mais aussi sur la suivante. Donc, on vous rappelle de, s'il vous plaît, diriger vos questions vers nous via le panneau de clavardage et je profite de l'opportunité pour vous rappeler que l'enregistrement et la présentation seront disponibles sur demande après la session. Aussi, un document de questions et réponses est présentement développé pour faire suite au webinaire tenu en anglais plus tôt cette semaine et sera rendu disponible sur le site web des IRSC dans les 2 langues officielles. Donc, n'ayant pas reçu de questions encore, je vais vous donner quelques minutes là, pour nous les adresser. Donc, en attendant de recevoir notre première question, j'aimerais laisser la parole à Anne-Cécile pour une note de fermeture et je laisserai la place ensuite à Normand Marcotte et Amine pour faire pareil. Anne-Cécile? Oui, désolée, j'étais sur mute. Alors, si on n'a pas d'autres questions, si on n'a pas 2 questions, en fait, n'hésitez pas à aller revoir les diapos, etc. Si pour la suite, quand vous voudrez faire des demandes, c'est vraiment un programme très important, une belle opportunité de financement et l'occasion de travailler, nous les IRSC, avec les 2 autres conseils. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, bonne chance pour ceux qui vont faire une demande. Merci Anne-Cécile. Normand, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, juste vraiment dire que c'est une bonne opportunité de partenariat entre les différentes agences, mais aussi les différentes disciplines pour vraiment regarder la problématique liée aux villes en santé. Merci à ceux qui ont participé aujourd'hui à la téléconférence. Merci Normand. Et puis Amine, est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter? Merci. Je voudrais d'abord remercier les participants au webinaire et vous encourager à soumettre vos demandes et aussi à nous contacter si vous avez toutes questions au travers le centre de contact. Donc, merci. Merci beaucoup. Et voyant qu'on n'a toujours pas reçu de questions, donc on va mettre fin au webinaire et on vous encourage à poser vos questions au fil du temps. Merci beaucoup.